Bonjour à tous, merci d'être présents à cet atelier qui s'intitule Table de mortalité prospective, détecter, analyser et anticiper les ruptures de tendance. Je m'appelle Irshad Mahmoud-Valji, je suis manager chez Galéa en actuariat et en data science. Donc je travaille principalement sur les sujets qui sont liés à l'assurance de personnes, à l'intelligence artificielle et aux constructions de tables d'expérience. Et je vais animer cet atelier avec Amélie Martin et Dominique Abgral. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Amélie, je t'en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Martin, je suis consultante junior chez Galéa et je travaille principalement sur des sujets de mortalité, notamment sur la construction de tables d'expérience et sur des sujets d'assurance de personnes, notamment en santé. Bonjour, donc Dominique Abgral. Alors moi je travaille pour le groupe AXA dans la partie vie, fonction actuarielle. Je suis également chercheur associé au laboratoire de mathématiques de Brest. Alors cette présentation va s'articuler autour de deux grandes parties. La première est une construction de table de mortalité prospective et la seconde partie traitera de l'analyse des ruptures de tendance. Donc les tables de mortalité prospective diffèrent des tables de mortalité du moment puisqu'elles modélisent la mortalité en fonction de l'âge mais également en fonction du temps. Et donc, ces tables permettent de modéliser les dynamiques de mortalité dans le temps et d'établir des prévisions. Alors, ces prévisions peuvent être différentes de la réalité et donc on parle ainsi du risque de longévité. Alors, ce risque est lié à d'autres risques, notamment le risque réglementaire qui correspond à un changement dans la réglementation, par exemple sur l'utilisation d'une table mixte dans la tarification des contrats d'assurance collectif. Il y a également le risque sociétal avec par exemple le vieillissement de la population. Le risque financier, lui, se matérialise notamment par un effet d'amplification ou d'atténuation de l'impact de la mortalité en fonction de la courbe des taux. Donc lorsqu'on convertit un capital en rente, par exemple, ou qu'on calcule des provisions. Alors, dans un contexte de taux haut, l'effet de la mortalité est fortement atténué par l'actualisation et donc c'est plus le risque de taux qui en ressort. Et à contrario, dans un contexte de taux bas, l'effet de la mortalité est plus visible. Donc ce risque financier se matérialise également par un risque de contrepartie, par exemple dans le cas d'un transfert de risque. Et également le risque de gestion d'actifs passifs lorsque les durations de l'actif et du passif diffèrent, notamment lorsque celle à l'actif s'allonge sous l'effet du risque de longévité. Donc le quatrième risque auquel on s'intéresse particulièrement ici est le risque biométrique, donc qui est lui-même constitué d'autres risques, avec notamment un risque d'échantillonnage, qui correspond à une mutualisation imparfaite lorsque la quantité de données est insuffisante. Il y a également un risque d'oscillation saisonnière, qui est la conséquence de pics. Alors ce risque n'a en réalité qu'un faible impact sur la longévité puisqu'il ne fait que décaler les décès dans le temps. Il y a également un risque de base lorsque la mortalité de la population de référence qui a servi à construire la table diffère de celle du portefeuille. Et enfin, un risque de changement de tendance qui survient lorsque la progression de la longévité augmente. Alors, les impacts à court terme sont faibles, mais ils deviennent progressivement plus significatifs à long terme. Ce risque est difficile à modéliser et lorsque cette modélisation est imparfaite, on se retrouve avec un fort risque de fausse alerte ou de surréaction. Donc cette étude est née du fait que les tables réglementaires prospectives reposent sur des données anciennes. Donc pour rappel, elles ont été homologuées en 2006 et ont été élaborées à partir de données de rentiers de 1993 à 2005. Donc cette population a la particularité de vivre plus longtemps que la population nationale et par manque de données, ces tables ont été positionnées par rapport à une table prospective elle-même construite sur la base de tables du moment de 1962 à 2000. Donc depuis leur élaboration, les dynamiques de mortalité ont pu évoluer. Des décennies d'amélioration ont été observées, mais des événements peuvent perturber cette amélioration et notamment via une multitude de facteurs qui influencent la mortalité.
Donc il y a des conditions climatiques qui sont extrêmes, notamment des vagues de froid et de chaleur qui provoquent une surmortalité. Donc celles-ci se sont intensifiées et répétées les dernières années, notamment avec les canicules de 2019, 2022 et 2023 par exemple. La qualité de l'air influence également la santé des populations en provoquant notamment des maladies chroniques. Il y a également des maladies infectieuses et des pandémies. Donc on pense notamment à la pandémie du Covid-19 qui a provoqué une surmortalité, mais également aux épisodes de grippe hivernale qui se sont répétés ces dernières années. Donc les maladies chroniques restent une des causes de décès principales encore aujourd'hui en France et sont aggravées par des habitudes de vie. Donc ces habitudes de vie ont un impact sur la mortalité, mais également sur la mortalité infantile qui a augmenté ces dernières années et qui, depuis 2015, présente un niveau supérieur à la moyenne européenne. Alors de plus, la récente diminution de l'espérance de vie aux États-Unis peut constituer un exemple frappant de ces dérèglements possibles dans les dynamiques de mortalité. Donc l'impact ici n'est pas de chiffrer, l'objectif ici n'est pas de chiffrer les impacts quantitatifs de ces changements, mais plutôt de faire un constat que ces changements peuvent affecter les dynamiques des taux de mortalité et de se demander comment les projections pourraient être affectées. Donc on rappelle maintenant les principales notations qui vont être utilisées dans la suite de cette étude, notamment la probabilité de survie entre x et x plus 1, qui est le quotient du nombre de personnes vivantes à l'âge x plus 1 et du nombre de personnes vivantes à l'âge x. On parle également du quotient de mortalité entre ces deux âges x et x plus 1 qui s'en déduit puisque c'est la complémentaire des probabilités de survie. Ce quotient de mortalité peut être retranscrit dans un cadre prospectif en ajoutant une dimension temporelle. Et donc, on étudie les probabilités de décès entre x et x plus 1, sachant que l'individu a vécu jusqu'à x et qu'il est né dans la cohorte T-x. Et on parle également des taux de décès instantanés qui sont similaires au quotient de mortalité, mais sur une période infinitésimale. On rappelle aussi une notion importante dans les études de mortalité qui est la censure à droite. Donc dans ces études, on s'intéresse à la durée de vie des individus, mais lorsque le décès n'intervient pas pendant la période d'étude, on ne dispose pas de la durée de vie totale des individus, et donc on est dans un cas de données censurées à droite. Et donc il y a des modèles spécifiques qui sont alors utilisés. Donc nous allons maintenant passer à la construction de la table de mortalité prospective. Donc cette construction se fait de façon intrinsèque à partir des observations, puis via l'estimation des taux de décès instantanés et enfin via la projection de la composante temporelle. Donc les données de cette étude sont des données de la population française de 1991 à 2023. Les données de décès proviennent des fichiers décennaux des personnes décédées de 1970 à 2023. Alors en raison de l'absence des données de la population avant 1991, on a également considéré les décès sur cette période, donc de 1991 à 2023. Donc quand on analyse les logarithmes des taux de mortalité pour 2023 par sexe, on observe une hétérogénéité de la mortalité, nous confirmant l'intérêt de construire des tables différenciées pour les hommes et pour les femmes. Et ensuite, en analysant ces taux de mortalité par âge et par année calendaire, on observe des courbes, des niveaux de courbes qui diminuent au fil du temps, traduisant une dynamique d'évolution à la baisse et nous confirmant l'intérêt de construire des tables prospectives par sexe. Donc pour information, dans la suite de la présentation, seuls les résultats des hommes sont présentés, mais ils sont similaires pour les femmes. Et je vais maintenant laisser la parole à Irshad pour la suite de la présentation, notamment sur l'estimation des taux de décès instantanés. Merci Amélie. Alors pour l'estimation des taux de décès instantanés, on a utilisé 3 modèles très classiques, le modèle de Lee Carter, Log-Poisson et Renshaw-Haberman. Juste pour le rappeler, donc là l'idée c'est de modéliser le logarithme des taux de décès instantanés, donc la probabilité de décéder sur une très courte période pour un individu d'âge X et pendant l'année calendaire T. Donc le modèle de Lee Carter est celui qui est le plus ancien et le plus souvent utilisé, avec pas mal de limites qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, il modélise cette mortalité instantanée en fonction d'un paramètre d'âge qui est matérialisé par alpha X. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on capture sur ce paramètre tous les effets liés à l'âge et à l'évolution en fait, de la mortalité avec l'âge. Un paramètre kappa t qui représente la dynamique d'évolution temporelle. Donc, on voyait tout à l'heure les salves de courbes qui diminuent. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique à capturer, notamment dans les modèles, cette dynamique temporelle. Le paramètre bêta x, lui, il vient pondérer en fait cette évolution. L'idée à retenir, c'est que l'amélioration de la mortalité, elle dépend de l'âge et que cette amélioration n'est pas similaire pour tous les âges. Donc on doit pondérer par un paramètre, donc c'est ce paramètre bêta x, qui du coup n'est pas analysé de manière isolée, parce que c'est juste un paramètre de pondération, et ensuite un terme d'erreur de moyenne nulle et de variance constante. Donc juste rapidement pour parler des limites du modèle de Lee Carter, une première limite, c'est ce critère d'homocédasticité. Donc en fait, c'est une variance qui est constante et qui peut être remise en cause, par exemple, sur des données, notamment avec les grands âges, où on a peu de données, on peut avoir une grande variabilité. Donc cette variance constante, elle est discutable. Le paramètre bêta x qui lui ne dépend que de l'âge, donc il ne dépend pas du temps. Donc on considère qu'en fait la sensibilité de l'âge à l'évolution temporelle, elle est constante sur tout l'horizon. Ce qui peut être remis en cause aussi, par exemple, si demain on a une percée thérapeutique qui fait que on a une sensibilité de l'âge qui diffère sur une période. Et une autre limite qui est importante, c'est le besoin de données. Donc en fait, le modèle de Lee Carter fonctionne bien sur un grand nombre de données. On peut se retrouver en difficulté si on a peu de données. Et c'est là où on se dirige vers des modèles comme le modèle de log-poisson, qui est un modèle en fait qui est une extension du modèle de Lee Carter. Étant donné que la mortalité instantanée se présente de la même manière. Donc on a toujours ce paramètre alpha x, bêta x et kappa t. Là, les décès se comportent comme s'ils suivaient une loi de Poisson. Donc ça permet en fait d'estimer les paramètres alpha x et bêta x par maximum de vraisemblance, contrairement au modèle de Lee Carter qui, lui, on utilise la méthode des moindres carrés. Et là, on a toujours les mêmes limites, notamment sur ce paramètre bêta x. Là, on n'a pas la problématique d'homocédasticité. Mais au-delà de ça, on a toujours la même problématique que le modèle de Lee Carter. Le troisième modèle qui s'écarte un petit peu et qui a une vraie différence, c'est le modèle de Renshaw-Habermas, étant donné que là, au-delà des paramètres temporels et d'âge, on a un paramètre de cohorte. Donc on considère que l'évolution en fait, de la mortalité dépend aussi de la génération. Donc on parlait tout à l'heure d'un individu né en T-X, donc c'est la cohorte T-X. Et donc cet effet cohorte va sensiblement avoir une différence dans les estimations par la suite. Et donc on doit aussi le prendre en compte. Donc la limite du bêta x est toujours la même, elle ne dépend pas du temps. Et là, en fait, on voit qu'on a une pondération aussi, une sensibilité de l'âge à la cohorte. Là, dans la suite, on a décidé de prendre ce bêta 2x égale à 1 pour simplifier. Alors, on vous présente assez rapidement les paramètres qui ont été estimés sur l'historique. Donc les paramètres alpha x, bêta x, kappa t et gamma t-x pour Renshaw-Habermas. Donc le paramètre alpha x, la courbe a la même forme pour les trois modèles. Donc là, vous ne voyez que deux courbes, car pour Lee Carter et pour log-poisson, les courbes sont confondues. On a une mortalité infantile qui est très importante, ça c'est assez classique. On a ce qu'on appelle la bosse des accidents aux alentours de 20 ans. Et ensuite, on a une croissance dans le temps, au niveau de l'âge, donc qui montre en fait plus on avance dans l'âge, plus la mortalité est importante. Le paramètre kappa t représente la dynamique d'amélioration de la mortalité dans le temps. Donc on voit une décroissance pour toutes les courbes. Cependant, ce qu'on peut observer, donc on ne le voit pas bien parce que c'est un peu petit, mais depuis 2019, en fait, on a une bosse. La décélération, elle a tendance à se ralentir. Enfin, on voit en fait les points 2020, 21, 22, 23 où ce kappa t ne décroît plus comme on pense et qui remonte un tout petit peu, et ce qui engendrera en fait des questionnements notamment sur les projections pour la suite.
Le paramètre βx, comme je le disais, on ne va pas l'analyser seul parce qu'il n'y a pas forcément une importance de l'analyser seul. Et le dernier paramètre qui est lui uniquement pour le modèle de Renshaw-Habermas, c'est le paramètre de cohorte. Donc on voit que plus on avance dans les générations, plus en fait on a une croissance de ces courbes qui montre en fait l'amélioration de la mortalité en fonction des générations. Donc on a présenté 3 modèles, il fallait en choisir un à garder pour la suite. On a 2 critères de choix. On a pris le critère d'information bayésien qui va nous donner en fait la parcimonie du modèle, donc ça, la robustesse dans l'ajustement, mais aussi en utilisant des paramètres limités. Donc si on regarde ce critère, en fait, le modèle de Renshaw-Habermas a le critère d'information bayésien le plus faible. Donc on peut déjà voir que ce modèle fonctionne mieux. Mais là où on a vraiment une information importante, c'est en regardant la heatmap des résidus. Parce que là, en fait, la heatmap des résidus, le seul modèle qui a des résidus aléatoires, c'est le modèle de Renshaw-Habermas. Donc en fait, on le rappelle, en fait, c'est important que les résidus soient aléatoires, parce que si les résidus ne sont pas aléatoires, c'est qu'on a de l'information dedans, et donc qui n'est pas captée par le modèle par ailleurs. Et les lignes qu'on peut voir sur l'Icarter et log poisson, en fait, c'est bien les paramètres de cohorte, en fait, qui ne sont pas captés par ces modèles. Et qui se matérialise dans les résidus alors qu'on ne l'a pas sur le modèle de Renshaw-Habermas. Alors par la suite, on va travailler sur l'évolution temporelle. On va parler de tendance, on va parler de rupture de tendance, on va beaucoup parler des évolutions temporelles. Et notre manière, nous, de traduire ces évolutions temporelles, c'est à travers un paramètre, qui est le paramètre kappa-t. Et on veut quand même, dans un premier temps, voir la sensibilité de ce paramètre, en fait. Étant donné que c'est une sortie de modèle, c'est pas une donnée observable, c'était important d'aller voir est-ce que ce paramètre est sensible, par exemple, à l'horizon d'estimation. Donc on a estimé en fait le paramètre kappa-t sur différents horizons et on voit que la courbe a toujours à peu près la même allure. Donc ça nous permet quand même de nous dire qu'on a une certaine forme de robustesse à regarder ce paramètre kappa-t. On voit effectivement des échelles un peu de niveau, mais ça c'est plutôt dû en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, l'amélioration de la mortalité en fonction du temps. Donc là ça se matérialise aussi avec cette forme de sensibilité au niveau du paramètre kappa-t. Et donc, on a parlé des alpha X et des bêta X qui étaient estimés, comment on modélise kappa-t, comment on l'estime et comment on le projette. Alors, le modèle assez classique, notamment qui est utilisé dans l'Icarter, c'est le modèle ARIMA 010. Donc, en fait, on considère que le paramètre kappa-t, il dépend directement du temps précédent, donc de kappa-t-1, et d'un paramètre de dérive. En fait, ce paramètre de dérive, il représente la pente en fait, de la courbe. Et on voyait tout à l'heure cette bosse sur kappa-t, donc ce que je présentais ici, sur la loupe. Et on se pose la question de l'importance de ces points. Est-ce que ces points sont atypiques? Est-ce qu'il faut les prendre en compte? Et comment il se matérialise si on modélise en fait ce kappa-t. Donc on a choisi de faire 2 scénarios. Un premier scénario en excluant les années marquées par cette perturbation, on va l'appeler une perturbation à ce stade, donc les années 2020 à 2023, et un second scénario en incluant ces données récentes, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, lorsqu'on regarde en fait les deux projections via le modèle ARIMA, on voit quand même que la projection elle est différente si on inclut ou pas ces années. Donc ils ont quand même une importance si on part à isométhode, la méthode classique qu'on a aujourd'hui. On a essayé aussi de faire tourner des modèles différents, comme le modèle Prophète par exemple, on ne l'a pas présenté là, mais qui autorise des points de changement et qui donne des projections complètement éloignées du modèle ARIMA, donc en prenant beaucoup plus en compte ces derniers points. Donc on se pose la question, on a des incertitudes en fait sur ces perturbations. Est-ce qu'on a une rupture de tendance? Est-ce qu'elle est conjoncturelle? Est-ce qu'elle est structurelle? Est-ce qu'il faudrait changer de modèle? Est-ce qu'il faudrait aller vers des modèles qui prennent plus en compte ces derniers points? Et est-ce que ce ne serait pas trop, disons, violent d'aller vers un modèle qui les prend plus en compte? Donc c'est toute une réflexion en fait qui émerge. Et c'est pour ça que cette deuxième partie de présentation, en fait, elle va aller s'intéresser à ce kappa-t de manière plus
plus précises et de voir si on n'a pas ce qu'on appelle des ruptures de tendance. Donc je vais laisser Dominique prendre la main pour la deuxième partie. Merci Amélie, merci Irshad. Vous aurez compris que c'est une collaboration entre Galéa et le GIE AXA. Donc dans notre discussion, effectivement, Irshad et Amélie, vous avez développé ce modèle avec cette question qui émerge, c'est dans la dynamique des capatés, finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces derniers points qu'on sait difficilement interpréter. Donc c'est ça que je vais essayer d'adresser. Il n'y aura pas de formule. Voilà, on peut même aller à la slide suivante. Voilà. J'ai pas un bagage très solide en mortalité, donc je me pose des questions assez naïves quand je regarde un petit peu la dynamique des capatés. Je comprends que dans cette décroissance, donc, qui est modélisée par un ARIMA 0,10, il y a des moments où on voit des petites bosses comme ça. Ça correspond un petit peu à voilà, une petite hausse du capaté suivie à un retour à la tendance initiale. Il y a aussi donc cette partie-là en fin de projection à partir de 2020, où on a cette bosse là cette grosse bosse qu'on a un peu du mal à interpréter. Bon, on va se placer avec l'angle du modèle ARIMA 0,10. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quand on regarde le delta kappa t moins kappa t moins 1, globalement, on est censé voir un peu une série qui a un certain niveau, et puis il y a un peu de bruit, quoi. Merci. Donc, ouais, peut-être juste avant de regarder les delta kappa t. Non, on peut revenir. Ouais. Avant de regarder les delta kappa t sur la. Ouais. Non, après. Voilà, merci. Ces kappa t là qui décroissent, on va distinguer deux phénomènes. On va distinguer, disons par exemple, un saut sur la série des kappa t, et ensuite on redescend, les kappa t redescendent à la même vitesse qu'initialement. C'est ce qu'on va appeler un changement de niveau, mais finalement la pente reste identique. Et puis le deuxième cas où on a un changement de pente, mais un niveau identique. C'est-à-dire qu'on est parti du dernier point connu, et puis en fait quelque part, cette hypothèse qui dit que kappa t moins 1 a une moyenne à peu près constante, bah là dans le cas bleu, c'est plus vrai, quoi. La pente a changé. Et c'est là on va regarder les delta kappa t. Et maintenant, quand on regarde les delta kappa t, voilà, donc là, c'est la série pour les hommes. On est resté sur ce cas dans l'illustration. Qu'est-ce qu'on observe ? Alors, là, on observe un certain nombre de choses. Le premier point, qui est le point A, quand on regardait les kappa t, où effectivement, qu'il y a dans les deltas de kappa t, bon, on a une hausse qui est suivie d'une compensation, qui est suivie d'une baisse. Okay, mais après, ça ne remet pas en question l'hypothèse que ces delta kappa t suivent après un niveau plat. En tout cas, dans cette partie-là. On va voir ça plus en détail dans les prochains slides, mais on peut déjà regarder le dernier, voilà ce qui se passe en 2020. En 2020, donc, on a une hausse donc des delta kappa t. Ça veut dire que les kappa t décroissent moins vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas une détérioration de la mortalité, mais on a un ralentissement de l'amélioration de mortalité. Et qui est suivi les années d'après. On se pose la question, quoi. Est-ce que les points d'après, c'est une compensation du pic de 2020 ? Bon, je ne suis pas démographe, hein, mais voilà, c'est la question qu'on ouvre. Alors, si on regarde un peu plus en détail, voilà, on pourrait, quand on regarde graphiquement les données, se dire, dans les delta kappa t, on pourrait voir un peu deux niveaux, quoi. Donc, déjà, sur les données donc de 91 à 2023, on pourrait se dire, peut-être qu'il y a un changement de pente, quoi. Donc peut-être que même l'ARIMA, il faudrait le calibrer que sur la deuxième partie, parce que la première partie serait pas... en tout cas, si on a vraiment une rupture, quoi, au milieu, voilà, graphiquement, on se dit peut-être qu'il y a un changement de niveau dans les deltas de kappa t, donc un changement de pente. Là, je l'illustre sur le graphe, pour vous, il est à droite. Voilà, donc vous voyez, peut-être il y a un changement de pente. Et ce changement de pente... Donc ça pose la question de la validité pour le modèle ARIMA, toujours avec cette question, un des derniers points qu'on ne sait pas trop bien interpréter. Alors, maintenant, on va utiliser un petit peu pour la suite du travail, on va utiliser des techniques de détection de rupture. Donc en fait, c'est les derniers points là qui nous intéressent le plus. On va se poser la question, est-ce qu'il y a un changement dans la distribution en fait, des delta kappa t sur la fin de l'observation.
Est-ce qu'il y a un changement de tendance? Est-ce que c'est seulement des valeurs aberrantes? Voilà, c'est la question qu'on va se poser. Alors pour ça, je vais introduire quelques outils. Dans ce premier graphique, on voit des réalisations gaussiennes avec une valeur aberrante. Voilà. Donc, voilà, typiquement, ça c'est le genre de choses que vous connaissez, hein, la gestion des outliers. Voilà, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser en détection de rupture, c'est ce type de problème. Disons que dans les observations, elles sont IID pendant un certain nombre de temps, et puis à partir d'un moment, en fait, la distribution des points va changer. Donc là, on voit bien hein, qu'il y a une rupture, puisque le nuage de points est plus élevé. Il n'y a pas de surprise, mais si on avance, voilà, là, il y a toujours une rupture, parce que c'est une simulation, mais à l'œil nu, peut-être vous êtes loin, donc vous voyez bien, mais on se pose la question, voilà, est-ce qu'il y a une rupture? On peut même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une tendance dans ce nuage de points, quoi? On a l'impression qu'il augmente un peu. Alors qu'en fait, en réalité, dans les données simulées, on a bien une petite rupture. Voilà. Donc, en fait, en détection de rupture, on va s'intéresser à un changement qu'on dit persistant, mais pas forcément très visible. Vous voyez? Parce qu'il y a le cas des valeurs aberrantes qu'on est capable de voir dans un graphe, il y a le cas où il y a une rupture, mais très brutale, et qu'on est capable de voir à l'œil nu. Et après, en fait, les outils de détection de rupture nous permettent un petit peu de dire est-ce qu'il y a une rupture ici dans la partie de droite du jeu de données, et est-ce qu'on peut dire que cette rupture elle est significative, quoi. Voilà, et donc ces trois exemples simulés, qu'est-ce qui donne? Donc j'ai promis qu'il n'y ait pas de formule. Qu'est-ce qui donne quand on regarde la statistique d'un outil de détection de rupture? Donc en général, dans ce type d'outil, on a des statistiques qu'on appelle séquentielles. C'est-à-dire que classiquement, quand vous avez un test statistique, normalement vous avez une valeur de votre statistique et vous la placez par rapport à une distribution sous l'hypothèse nulle. Là, ça va être différent. On va avoir une statistique séquentielle. Donc à chaque fois qu'on va avoir un nouveau point, on va mettre à jour la statistique. Et c'est le comportement de cette statistique qui va nous intéresser. Alors typiquement, usuellement, on définit aussi un seuil. Voilà, et si la statistique dépasse un certain seuil, on va dire qu'il y a effectivement une rupture. Mais là, déjà, en étudiant la statistique elle-même, on peut comprendre un peu ce qui se passe. Donc dans cette illustration, le premier cas qui est en bleu, où il y a juste un outlier, la statistique, elle augmente un petit peu, et puis en fait, elle reste proche de 0. Vous avez compris là que la statistique, ce qui nous intéresse, c'est quand elle devient très grande. Dans le deuxième cas, où il y a une rupture faible, c'est le cas en rouge, en fait, la statistique, elle va mettre un certain temps à grossir, mais elle va finir par exploser, quoi. Elle a vraiment un comportement exponentiel. Et dans le troisième cas, où on a un changement persistant qui est absolument évident, voilà, la statistique, elle explose tout de suite. Okay. Donc l'intérêt de ces techniques de détection de rupture, c'est pas les outliers, c'est pas les choses évidentes, c'est quand on est entre les deux. Quand on a des ruptures qui sont à peine visibles et pour lesquelles on a besoin d'un outil qui vient nous dire statistiquement cette rupture est significative. Mais on ne la voit pas dans les données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Dans notre cas, là, quand on regarde les delta kappa-t, on peut se dire que déjà, sur la première partie, sur les premières années, on a l'impression qu'on est sur un niveau relativement stable. Et on peut mesurer la variance, on peut tracer un intervalle de confiance assez naturellement. Et on peut chercher, à détecter une rupture. Donc là, on va détecter deux trucs. On va détecter un changement à la hausse et un changement à la baisse. La statistique de détection du changement à la hausse est en rouge et celui du changement à la baisse est en vert. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, on l'avait même illustré tout à l'heure, donc naturellement, on détecte un changement à la hausse. Mais ça, c'était juste pour bien illustrer et bien comprendre un petit peu l'outil. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il y a une dérive à la hausse à partir de 2007-2008, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe après 2007-2008? Donc, si on poursuit, voilà. À partir de 2007-2008, au début, quand je regardais un petit peu le problème, je me disais, on était parti sur des niveaux flat parce qu'on avait un ARIMA 0,10 initialement comme modèle proposé. Mais en fait, à partir de 2007, on a presque envie de projeter, de modéliser une augmentation, pourquoi pas linéaire, de ces delta kappa-t.
Alors, une augmentation linéaire des delta Kappa-T, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Kappa-T deviennent de moins en moins négatifs, et donc que les Kappa-T eux-mêmes ralentissent. C'est-à-dire que la mortalité ne se détériore pas tant qu'on est négatif, mais la mortalité cesse de s'améliorer. Voilà. Et cette projection linéaire, ensuite, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment les derniers points, quoi. C'était la question initiale. Qu'est-ce qui se passe entre 2020 et 2023? Et donc, si on regarde, eh ben, on n'en sait rien. Voilà. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous attendiez une réponse surprenante et magique. Eh bien non. En fait, on ne sait pas. En fait, voilà. Donc, suite à cette étude, enfin, le conseil, c'est d'abord d'attendre, parce qu'en fait, voilà, il s'est passé des choses en 2020, on le sait, hein, avec le Covid, mais pas que. Et ce qu'on observe en 2023 ne permet pas de dire, sur cette période, qu'on a une dérive significative par rapport à un modèle. Par contre, entre-temps, on a appris des trucs. La première chose, c'est que potentiellement, un modèle ARIMA 010, qui est un modèle qui est utilisé régulièrement, potentiellement, il n'est peut-être pas tout à fait adapté. Ceci dit, ici, là, j'ai modélisé une amélioration linéaire des delta Kappa-T. Une amélioration linéaire, c'est-à-dire que si on projette, on redevient positif. Et du coup, se pose la question de... Aujourd'hui, on ne sait pas. On aurait très bien pu utiliser un modèle AR1, c'est-à-dire juste de dire, voilà, on va se rapprocher de 0, mais on n'atteindra jamais 0. Est-ce qu'on va passer au-dessus de 0? Est-ce qu'on va passer en dessous de 0? En tout cas, les données, à ce stade, ne permettent pas de vraiment conclure, quoi. Les implications, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les modèles qu'on choisit, ils vont poser des questions sur le sens démographique qu'on donne en fait au phénomène. Si les améliorations de mortalité, si les Kappa-T eux-mêmes donc, ont tendance à moins décroître, est-ce qu'ils vont ensuite remonter? Voilà, c'est les questions qu'on se pose, quoi. Et puis comme Irshad le disait tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'une rupture aussi dans les technologies médicales et qui ferait que, par exemple, on aurait voilà, tout ça serait complètement obsolète. Mais dans les tendances qu'on observe du passé, même là, on est incapable de dire à ce stade, est-ce qu'on se dirige vers une détérioration de la mortalité ou est-ce qu'on observe simplement un phénomène de ralentissement qui potentiellement n'est que cyclique. Enfin, ça, c'est une autre question. Toutes ces questions qu'on a voulu aborder à travers cette illustration, qui est très simple, hein, parce que d'ailleurs, je vous ai mis en bas de slide un article très bien qui n'est pas encore publié, mais qui va bientôt sortir de Ryan et de Stéphane sur la modélisation, sur la détection de ruptures multivariées, où là, on va s'intéresser directement au QX et on ne va pas regarder le Kappa-T tout seul. En fait, on peut utiliser des outils très élaborés pour étudier ces détections de ruptures, mais se pose très vite la question de comment on va ensuite intégrer ça dans nos processus en entreprise. Parce que là, on voit un modèle, mais ensuite, la question est de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Vous voyez bien qu'à ce stade, c'est relativement difficile d'aller voir son top management et de dire donc voilà, on a un modèle, en fait, on ne sait pas où on va. Peut-être que voilà, dans les différents scénarios que tu as pu montrer, enfin les deux scénarios de projection des Kappa-T, peut-être que l'un ou l'autre est pertinent. Ça va impliquer des variations sur le risque capital, sur les réserves qui peuvent être majeures. La question, c'est comment est-ce qu'on vient faire de la pédagogie aussi sur un certain nombre de choses qu'on identifie dans les modèles. Et donc ça pose une question fondamentale. C'est est-ce qu'on est en capacité en entreprise de remonter des informations au top management? Pour moi, il y a plusieurs clés. La première clé, c'est d'avoir un travail actuariel et statistique élaboré. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voir quelque chose dans ces données pour tout de suite aller crier au loup. Donc il y a un travail nécessaire de bien comprendre le problème, parfois de se faire aider. Alors ça peut être en faisant appel à des consultants, à des universitaires, mais voilà, à des spécialistes qui vont aider à cerner le problème. Une fois qu'on a bien baqué ça, ensuite il y a un vrai travail de pédagogie. Alors je parle de ça parce que au sein du groupe AXA, on rencontre régulièrement ce type de situation où on peut identifier que dans un service, une hypothèse, un modèle n'est pas approprié. Mais l'expérience montre qu'on a régulièrement des problèmes de gouvernance. C'est-à-dire que
derrière, une fois qu'on a identifié le problème, on peut avoir par exemple des fonctions d'audit qui viennent dire là il y a un problème, mais quels sont les moyens de coercition de l'audit pour faire en sorte que les personnes en charge du modèle viennent corriger la chose. Donc il y a un travail de pédagogie sur ça, et le travail de pédagogie auprès du top management, ça passe toujours par des mesures d'impact. Alors je sais que c'est parfois, les actuaires les plus jeunes ont souvent un peu de mal parce qu'ils disent oui mais j'ai vu un truc dans mon modèle, hein. Et puis on va leur dire oui mais combien ça coûte? J'en sais rien, moi, combien ça coûte. Pour ça, il faudrait faire tourner des modèles de projection. Potentiellement, d'ailleurs, les gens qui calibrent les hypothèses n'ont pas accès aux modèles de projection. Mais enfin, c'est quand même nécessaire, et c'est là où ça demande un travail de collaboration aussi au sein des entreprises, c'est nécessaire d'avoir des impacts pour être en capacité d'alerter aussi le top management, donc de parler son langage et arriver à identifier les problèmes et ensuite les résoudre collectivement. Un des exemples que j'ai pu voir, c'est notamment sur une des entités du groupe AXA, où il a fallu 4 ans entre le moment où le problème est identifié et le moment où le problème est résolu, parce que, justement, il était nécessaire de bien comprendre le problème. D'abord, l'entité était dans une phase de déni de la réalité, et ensuite, c'est à travers des arguments techniques, puis des arguments chiffrés, qu'on a réussi à embarquer tout le monde et ensuite résoudre le problème. Voilà. Le coût du problème se chiffrait en centaines de millions d'euros, donc c'était quand même nécessaire. Mais ce chiffre-là, il n'est pas arrivé avant la fin du projet, quoi. Enfin, en tout cas, dans les dernières étapes. Mais c'était nécessaire. Merci Dominique. Oui, alors quand on parle de problématiques et qu'on parle de risques, on ne peut pas terminer sans parler d'atténuation du risque en tant qu'actuaire. Pour le risque de longévité, en fait, c'est assez compliqué. L'atténuation du risque de longévité, il est compliqué. Alors la première chose qu'on aimerait faire, c'est de se dire, on pourrait couvrir en fait le risque de longévité par le risque de mortalité. Ça marche pas tout à fait comme ça, parce qu'en fait, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes risques. Par exemple, si on regarde les effets extrêmes, sur la mortalité, ça va être par exemple une pandémie, ça va être quelque chose d'assez instantané, même si ça s'étale quand même sur un certain temps, mais ça n'a rien à voir avec le risque de longévité où on parle de tendance. Donc en fait, quand on parle de tendance, il faut que ça s'installe, il faut que ça reste, et ça prend beaucoup de temps. On n'est pas sur les mêmes maturités, on n'est pas sur les mêmes âges aussi, ça ne touche pas forcément sur les mêmes âges, et ça ne touche pas non plus parfois les mêmes zones géographiques. Par exemple, si on a des contrats où on est exposé au risque de mortalité dans un pays et qu'on est soumis à un risque de longévité ailleurs, c'est assez compliqué. Alors, quand on regarde les matrices S2, on a bien évidemment une corrélation négative entre les deux risques, on a 25%, mais bon... c'est une idée qui a des limites. Ensuite, la deuxième idée, ça serait de transférer le risque. Comme on parlait tout à l'heure de risque de contrepartie. Alors, il y a la réassurance et il y a les marchés financiers. Alors, la réassurance, on connaît par exemple l'excess of time, c'est-à-dire qu'on se dit on a une réassurance pour les assurés qui vivent au-delà d'un certain nombre d'années, par exemple après 85 ans. C'est dans cette fourchette-là où on peut avoir du risque d'échantillonnage. Donc ça peut être une bonne idée d'aller sur de la réassurance. Mais encore là, le marché de la réassurance pour le risque de longévité, il est quand même... très peu développé, et en tout cas il ne va pas aller couvrir le besoin. On a beaucoup plus de demandes que de propositions de reprise de ce risque. Et aussi, ce qu'il faut garder en tête quand on parle de réassurance, souvent, c'est on va aller se calibrer à une population de référence, donc une population peut-être nationale, et là on peut avoir le risque de base, parce que notre population ne se comporte pas forcément comme une population nationale. Donc il faut aussi garder ça en tête. Et le marché financier, alors là encore une fois, c'est quand même très privé. On peut avoir de la titrisation, mais ça reste quand même des investisseurs très particuliers. C'est pas du tout développé. On n'a pas un marché liquide de la longévité, où on pense aussi au swap de longévité, mais ça reste quand même quelque chose de très peu développé. Et donc c'est extrêmement important d'aller comprendre ce risque dans nos portefeuilles. On parle d'analyse des ruptures de tendance, d'alerte au top management, donc c'est d'autant plus important que le transfert de risque n'est pas simple. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre vos questions. Si vous avez des questions.
Il y a des micros, je crois. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui était sur les données, parce qu'en fait, les données, c'est un petit peu le nerf de la guerre, notamment dans ce genre de modélisation. En fait, dans les séries que vous avez montrées, donc elles sont basées sur les fichiers de décès de l'INSEE. Et ma question, c'est est-ce que vous avez fait des contrôles en fait sur ces fichiers pour voir s'il n'y avait pas des problèmes, notamment présence de doublons ou des chiffres qui ne correspondraient pas parce que c'est des données des décès individuels. Est-ce que quand on rassemble tous ces décès, on obtient bien les chiffres de l'INSEE pour la population globale? Je pensais justement, il n'y a pas de pic en fait en 2003 à cause de la canicule dans les séries que vous avez montrées. Et par contre, il y a un pic en 1999 qui n'est pas forcément quelque chose de très documenté. Donc je me demandais si vous aviez déjà contrôlé la qualité des données et mené des analyses. Alors, les contrôles des doublons, oui, on les a faits. Après, le rapprochement par rapport de ces données individuelles avec les tendances qui sont montrées, effectivement, on n'a pas forcément, on n'a pas forcément croisé toutes les informations. Après, les contrôles classiques de qualité de données, notamment via les doublons, etc., on les a faits, oui. Merci pour la présentation. Ma question rejoint un petit peu celle qui vient d'être posée. On remarquait en 98-99 qu'il y avait un pic qui semblait pour le coup conjoncturel, pardon, du ralentissement des améliorations de mortalité. Est-ce que vous avez regardé s'il y avait une explication démographique qui justifiait ce pic pour notamment valider la mise en évidence, ce pic qu'on voyait dans les données, et aussi pour voir s'il pouvait potentiellement se répéter dans le futur ou pas, si c'était un événement qui pourrait se répéter. Vas-y. Alors qu'on soit très clair, moi, mon focus, c'était vraiment ce qui se passe à la fin et pas ce qui se passe au début. Donc, j'ai pas du tout regardé cet aspect-là. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, moi j'ai une question qui concerne la fin. En fait, on a un pic en 2020 avec le Covid. Et il y a un article de Karim Barigou, justement un autre article, où il montre comment prendre l'effet au lieu de prendre... En fait, le problème de Lee Carter, c'est qu'on peut faire un choc sur une pandémie, mais qui va faire par exemple un changement de niveau, ou bien on peut faire un choc juste sur une année. Et il y a un article qu'il a sorti en 2025 qui permet de prendre en compte un choc, mais qui a un effet sur plusieurs années. Un effet un peu d'effacement du choc. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? On n'a pas essayé de faire ça. J'ai bien suivi les travaux avec Karim, notamment dans le cadre de la Joint Research Initiative entre l'ISFA et AXA. Et effectivement, c'est un phénomène... tu parles notamment d'un phénomène de pic suivi d'une compensation sur plusieurs années, c'est ça? Non, l'article, c'est vanishing approach. C'est en fait le fait de... Il y a un pic, par exemple avec le Covid, et de dire qu'en fait, cette surmortalité du Covid, elle n'est pas que sur un an, mais qu'en fait, on va avoir une surmortalité sur quelques années qui va s'effacer au cours du temps. Et par exemple, on pourrait dire en 2025, on a repris le niveau de mortalité, la tendance d'avant, quoi. C'est effectivement, c'est ça qu'on observe dans le... Là, ouais. Alors, une autre question sur le modèle de Renshaw-Habermas. En fait, c'est un modèle qui est assez compliqué, même si vous l'avez un peu simplifié en mettant le bêta 2 à 1. Mais il y a quand même plus de 200 paramètres. Est-ce que vous avez regardé ce qui vous donnait comme résultat en prédiction, en fait? Parce qu'on peut mesurer avec le BIC s'il s'ajuste bien aux données. Mais est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder les projections à 10 ans, 20 ans, et voir en fait s'ils donnaient des résultats cohérents? On s'est contenté là pour cette étude de regarder ces deux paramètres, donc le BIC et la dimension aléatoire des résidus. Mais effectivement, c'est une bonne piste d'aller regarder aussi la sensibilité des projections, mais ça, on l'a pas fait dans l'étude.
Je crois qu'on arrive au terme de la séance, donc merci beaucoup d'avoir assisté à la Merci. présentation.